gouvernement congolais a rendu public, vous le savez, lors du dernier conseil des ministres, les identités, administrations ou structures d'origine de 56 agents de l'État pris en flag aux heures du travail dans le lieu de jouissance. Cette publication voulue exemplaire afin d'édifier les Congolais sur le respect des règles du service public en rapport avec la lutte contre les antivaleurs est interprétée de diverses manières dans l'opinion. Alors question, pourquoi et comment le gouvernement en est-il arrivé là? Quel sens donner à cette démarche face à une triste réalité qui perdure depuis plusieurs années? Cette façon de faire ou la manière dont le gouvernement a mené cette opération pourrait-elle contribuer à l'atteinte des résultats escomptés? Autant des questions qui va nous plonger au cœur de l'administration publique congolaise dans cette émission à l'heure de la lutte contre les antivaleurs. Dans la deuxième partie de cette émission, on va évoquer le 17e sommet de la francophonie tenu à Erevan en Arménie, sommet qui a vu être porté à la tête de cette organisation internationale de pays qui ont le français en partage, Louise Mishikiwabo, en remplacement de Michael Jean, arrivé fin mandat, alors qu'un bilan dressé de l'ancienne secrétaire générale de l'OIF. Et que peut-on attendre de cette organisation avec à sa tête Madame Mishiki Wabo? Autant des questions qu'on va parler donc dans la deuxième partie de cette émission Presse Tribune. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, vous êtes bien dans votre magazine Presse Tribune qui traite des questions qui touchent à la marche de notre société. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois dans cette émission Monsieur Basile Obongi. Il est donc observateur de la vie politique nationale. Monsieur Basile, bienvenue dans cette émission. Merci de m'avoir invité. Alors de tous les temps, toujours au service de la République, lui c'est Ernest Dimi, chroniqueur politique chez Les Patriotes, le journal Le Patriote. Ernest Dimi, que c'est un plaisir de vous recevoir. Toujours, vous l'avez dit, au service de la République. Alors lui, c'est donc Giscard Maungu, il est journaliste, chef de service politique chez DRTV International. Un invité de marque, Giscard Maungu, un plaisir de vous recevoir. C'est toujours un plaisir, Sergio. C'est donc parti pour ce nouveau numéro de votre magazine Presse Tribune. On se retrouve tout de suite. De retour sur ce plateau de Presse Tribune, comme veut la tradition de l'émission, on va commencer par le fait d'actualité marquant de la semaine, selon nos invités. Alors, la parole à Giscard Maungu. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut retenir de saillant de l'actualité de la semaine? Je voulais, prendre un fait qui est passé un peu sous silence et qui concerne un collègue qui s'est retrouvé dans les geôles du commissariat central par le fait, pour respect pour le gouvernement, par le fait des membres du gouvernement. Et je voulais, exprimer toute ma colère par ces faits-là, parce que le fait qu'un ministre de la République qui va appeler la police, et la police arrive son mandat d'amener, et qu'on mette un journaliste en prison, menotté, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Il faut que dans notre pays, nous, la corporation, on arrive à sanctionner les ministres qui ne respectent pas la presse. Boycotter les activités de tels ministres, parce que c'est extrêmement grave. Et moi, ici, sur cette tribune, je voulais vraiment exprimer toute ma colère. Et ce qui est encore écœurant, ce n'est pas une première pour ce membre du gouvernement. Et quand vous dites que ce n'est pas une première, on peut facilement déduire dès qu'il s'agit de ce gouvernement. Vous avez dit pour respect pour le gouvernement. Vous n'avez pas voulu citer les noms, permettre ces genres de choses. C'est vraiment à dénoncer. C'est avec toute l'énergie que Presse Tribune dénonce ces actes. Et si ça continue, nous serons amenés à dénoncer nous-mêmes. Parce que le gouvernement le fait avec des simples argents de l'État, parce qu'ils se seront retrouvés quelque part en train de boire un verre de bière, un verre de bière. Et si un ministre se comporte comme ça, je ne vois pas pourquoi on ne citerait pas son nom. Voilà, c'est ainsi dit. Je vais donner la parole à M. Basile Obongi. Vous, qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous de l'actualité de la semaine?
Bon, merci, monsieur le journaliste. Moi, ce qui me retient, ce qui a retenu mon attention, c'est le cas du professeur Maurice Kamto, au niveau du Cameroun, aux élections du Cameroun. Voilà un professeur, candidat aux élections présidentielles, qui n'a pas attendu la proclamation des résultats et se bombarde, s'autoproclame président de la République, et il a joué un penalty. Il a marqué peut-être son but. Mais je crois que Et ce monsieur a été un ministre dans son pays. Donc, voyez quel genre de personnalité nous avons en Afrique pour nous diriger. Donc, moi, ça m'a marqué. Je suis indigné. Et surtout qu'on l'appelle professeur. Alors, donc, j'ai même maintenant pitié des professeurs en Afrique. Parce que nous avons connu un cas comme ça au Congo, professeur. Aujourd'hui, c'est un cas au Cameroun. Alors, j'ai pitié des professeurs. Merci beaucoup, Ernest Demi. On va terminer par vous. Moi, je ne veux pas revenir sur ce jusqu'à dit l'indignation est partagée. Je crois que c'est des comportements à dénoncer pour les autorités de la République. Mais ça, ce n'est pas mon actualité. Hein. Mon actualité, c'est plutôt la publication de résultats de l'enquête menée dans la partie sud du pays par le service qui menait cette enquête sur la gestion des recettes forestières, notamment au port de Pointe-Noire. Et il a été révélé au niveau du Palais du Peuple, devant les directeurs du cabinet du président de la République, donc le ministre Florent Tchiba, que je salue au passage parce qu'il a tenu mordicus, que la presse assiste à la cérémonie du début à la fin, pendant que certains membres du gouvernement, par crainte que certaines informations fuitent dans la presse, alors voulaient que les journalistes soient à l'extérieur et qu'ils attendent juste les conclusions. Mais il a tenu que les journalistes soient là du début à la fin pour que chacun fasse son reportage de manière tranquille, de manière complète. Donc cet événement a démontré qu'il y a plus de 16 milliards que l'État a perdu entre 2016 et 2017 au niveau de la filière bois, rien que au niveau de Pointe-Noire, dans la partie sud du pays. Alors que le manque à gagner de manière directe, c'était ces chiffres en termes de 4 milliards, et c'est dû du fait de la complicité des services agents de l'État véreux avec les responsables des services forestiers. Vous voyez? Et donc ça montre que la lutte contre les antivaleurs est encore un combat qu'il faut mener. Il n'épargne aucun secteur. Et ensuite, je voudrais dire, là aussi, ma désolation, c'est vrai qu'il peut avoir pas presque de lien. Quand un journaliste, notamment les troubadours, a parlé de la magouille dans la filière bois, on est parti jusqu'à suspendre les journaux pendant 1 mois. Mais le président de la République qui a mis en place la commission, est-ce que la commission a démenti ce que les journalistes avaient dénoncé il y a quelques jours bien avant? Donc je crois qu'au sommet de la République, à un certain niveau de responsabilité, on ne doit pas gérer les émotions, on ne doit pas gérer les amitiés, mais on doit gérer la République comme cela est dit. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, donc, pour ce fait d'actualité. J'espère que l'information est donc passée au niveau de nos téléspectateurs. On va maintenant entrer dans le vif de notre sujet. Je vous rappelle qu'on va parler donc de l'OIF, mais on parlera également de la dernière décision, dernière révélation du Conseil des ministres citant des agents de l'État débusqués ou surpris, pris en flaque, donc dans des lieux de jouissance. Alors, moi, la première question, je vous pose à vous. Vous avez certainement suivi la lecture du compte-rendu fait par le ministre Thierry Mungala. Et quand ces noms étaient cités, qu'est-ce qui se passait dans vos esprits? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Allez-y. Bon, moi, quand j'ai suivi ça, en tout cas, Dieu merci que je ne suis pas hyper tendu. Sinon, j'allais piquer une crise. Parce qu'en réalité, j'ai eu le sentiment de ne plus être dans un état. Je me suis dit ceci. Ce sujet pouvait être abordé, une simple communication. Mais les noms des gens, je n'en voyais pas qu'au conseil de cabinet, donc 36 ministres, avec un Premier ministre, qu'on ne puisse pas arrêter cette histoire là-bas. Il faut ajouter avec le président de la République. République. Le président, c'est maintenant au Conseil des ministres. C'est-à-dire qu'il quitte avec les noms au Conseil de cabinet et qu'il l'emmène jusqu'à devant le président de la République
au Conseil des ministres et qu'on prenne quand même le temps de citer les noms des gens dont certains aujourd'hui se plaignent d'avoir été cités à tort. Il y a des retraités parmi ceux qu'on a cités. On va revenir voilà. sur... Donc moi, j'ai eu le sentiment de ne plus être dans une république, dans un État qui protège ses citoyens, parce que la loi institue les droits de la défense. On a cité les noms des gens sans les avoir écoutés, et d'ailleurs, puisque d'aucuns travaillaient quand ils étaient dans ces milieux. Merci beaucoup. On va revenir d'ailleurs, ça rappelle ce qu'a dit la majorité présidentielle et le gouvernement, le Premier ministre Clément Mwamba, lorsqu'on parlait du ministre des hydrocarbures, cité plutôt dans un rapport de la Commission nationale de lutte contre la corruption, qu'il fallait respecter ce qu'on appelle le droit de la défense. Alors, monsieur Obangui, vous également, j'espère que vous n'avez pas piqué une crise, comme a dit Ernest Timi. Non. Et écoutez, ce problème de conseil de ministres du samedi passé fait la une de l'actualité au niveau du Congo-Brazzaville. C'est vrai, quand j'ai lu le compte rendu du conseil de ministres, pour moi, le conseil de ministres devait s'arrêter à 2 points. Le premier point, c'était l'adoption de la loi de règlement. C'est tout à fait normal. La deuxième question, c'était l'adoption de la loi des finances de l'État congolais de l'exercice, le projet de 2019. On s'arrêtait là. Mais la communication, pour moi, n'a pas son sens. Pourquoi ? Parce que ce qui est dit, si vous analysez, monsieur le journaliste, c'est dit que c'est une mission du président de la République qui a confié au ministre de l'Intérieur. C'est comme si le ministère de l'Intérieur ne connaît pas ses activités. Et on vient lui rappeler pour dire non, mais il faut prendre les noms des fonctionnaires qui vont boire dans les bars. Et on l'a fait en 2 jours. Écoutez, si nous sommes un pays responsable, on doit éviter ce genre de cacophonie. Parce que là, on est revenu très bas. On est descendu très bas. Le conseil de ministres, c'est la dernière réunion de l'État. Quand il y a un conseil de ministres, M. Sergio, tout le peuple congolais a l'oreille rivée vers sa radio, sinon l'œil à la télévision congolaise. Mais venir écouter ce qui a été dit, des noms des gens qui n'existent pas dans ces ministères, ça veut dire que le travail n'a pas été pris au sérieux, n'a pas été fait au sérieux. Oui, il y avait une possibilité, il y a un ministère de la fonction publique. Ce n'est pas en allant dans les bars qu'on va dénicher ceux qui ne viennent pas au travail. Non, c'est en allant dans les lieux de service, là où travaillent les gens. Le ministère de la fonction publique met les gens à partir de 7h pour voir qui vient à 7h, qui repart à 14h. Et puis, Sergio, à l'heure du 21e siècle, on ne pouvait plus parler de ce qui se fait aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle le compteur biométrique. Si le gouvernement veut arranger ce problème, mais il n'y a pas de discours. D'accord, on va... Oui, allez-y, jusqu'à Margot. Oui, vous savez... voyez, je manque de mots parce que, comme beaucoup de Congolais, j'ai été aussi étonné. Le jour où je suivais ce compte rendu, je n'étais pas seul. On était avec certains responsables aussi. On était étonnés. Et même si dans le communiqué final, on feint de ne pas... dans le compte rendu, on feint de dire que ce n'est pas une délation. C'est une délation. C'est vraiment une délation. Et c'est même une atteinte à la vie privée. On ne peut pas venir à la télé dénoncer, nommer des gens comme ça. Ils étaient en train de boire, madame un tel, monsieur un tel était en train de boire. Et je me suis dit même que nous sommes dans une histoire de la forme et du fond. Dans le fond, voilà. Le gouvernement peut-être a voulu donner un message pour dire que les Congolais ne travaillent pas. Ça c'est connu de tout le monde. Le Congolais ne vient pas travailler. Il vient à 9h pour repartir à 11h. Le message, ça tout le monde le sait. Mais dans la forme, vous savez, dans un procès, quelle que soit la raison que vous avez dans le fond, si vous faussez dans la forme, et tout s'annule. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec le gouvernement. L'intention, elle était là. Mais le fait de nommer des gens, et ce qui est un peu, j'allais dire risible, mais je ne vais pas dire ça. On a cité nommément l'université Maringouabi. Tout le monde sait que l'université Maringouabi est en grève. D'accord. Tout le monde sait que l'université Maringouabi est en grève. Mais comment on peut citer l'université Maringouabi? Et puis, le doyen Obangui a dit tout à l'heure, c'est quand même le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, c'est la plus haute
instance en termes de réunion. Mais on ne veut pas dire ex-Société nationale d'électricité. Parce que c'est un document officiel. On donne le nom véritable. C'est quand même une instance assez solennelle. On ne dit pas ex-Société nationale de la SN2. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va revenir. Alors, on va maintenant rentrer parce qu'on parle du fond et de la forme. Mais le fond, on le sait. Le gouvernement, d'ailleurs, le Conseil des ministres l'a dit, c'est le fait de citer les noms revêtait un caractère exemplaire pour dire aux gens, on le sait, c'est un secret de polichinelle, que les Congolais ne travaillent pas. On a toujours fustigé les gens qui arrivent à 11h pour repartir à 13h. Il y a même une chanson dedans de Roga Roga qui a chanté là-dessus. Mais là où je veux quand même poser la question, alors comment comprenez-vous les critiques faites par certains observateurs du fait qu'on cite les noms dans des ministères bien connus et dans une réunion où les ministres sont dedans, mais à la fin, on se rend compte qu'ils ne font pas partie de ces ministères-là. Comment on entend arriver là? Par exemple, le ministère de Commerce, allez-y. Non, moi, je voudrais tout simplement dire que ça veut dire, je ne fais pas le travail de flic, mais je crois quand même que le travail était bâclé. Et il était fait pas selon les règles de l'art, d'autant plus que je vous ai parlé d'un collaborateur d'un député qui était en train de travailler avec son chef, qui recevait un mandant dans un restaurant que j'étais le nom. Le policier arrive, pose la question au monsieur. Déjà, on connaît tous ce restaurant-là. Voilà. Vous n'avez pas à dire non, que mais la conséquence, c'est quoi? Cité, vous avez suivi la conséquence, c'est que le jour suivant, les restaurants sont vides. Vous voyez, moi, je vais d'abord terminer pour dire qu'ils sont en train de travailler, le gars arrive, quand il m'appelle, il dit, Jimmy, vous qui passez de temps en temps sur les médias, voilà ce que j'ai eu. Alors, je suis avec mon chef, on travaille, le chef est là-bas, le policier arrive, me dit, monsieur, comment vous appelez? Je me présente, il me dit, vous faites quoi ici? Je dis, non, je travaille, je suis avec mon chef là-bas, il est député de telle localité, il est là en train de travailler avec un mandant, ils ont des problèmes là-bas à l'intérieur, il est parti du village, il est venu ici pour que le député trouve le voisin moyen pour saisir le gouvernement de ce problème qui se passe là-bas. Et les gars disent 3 jours après, j'entends mon nom au Conseil des ministres, mais je dis putain, c'est trop léger. Moi je travaillais. Et encore que, au-delà de ces confusions et de l'imperfection de ce travail, nous avons un pays qui a des lois. Il ne faudrait pas toujours qu'on donne l'impression que le Congo c'est un État policier. Pour contrôler la présence des agents à leur poste de travail, on n'a pas besoin de la police. Il y a le statut général de la fonction publique qui prévoit, il y a même les annotations, les commissions administratives paritaires qui font la fonction, le font sur la base des notes accordées par les responsables des bureaux, les responsables des services, les directeurs généraux et à la limite les ministres par la suite. Et ensuite, entre nous, Sergio, entre nous, pourquoi a-t-on pris seulement la décision d'aller vérifier dans les restaurants où vont les fonctionnaires ordinaires? Pourquoi n'a-t-on pas pris la décision d'aller dans les grands restaurants des grands hôtels de ce pays où le demi-pain coûte 15 000 francs, où vont les ministres et les DG. D'accord. Voilà. On va y revenir là-dedans. Mais déjà, moi, dans mes enquêtes, on a quand même sillonné jusqu'à Maungu. On trouve, par exemple, sur les 17 noms cités au niveau de la CREF, il s'avère que 5 noms ne sont pas reconnus dans les services de ressources humaines. Vous allez au commerce, la personne citée ne travaille pas là-bas. Et on a fait des enquêtes, on se rend compte que c'est même un agent du privé, il travaille dans le privé. Même un retraité. On a vu des gens au niveau du ministère des Finances, sur les 17 noms cités, il y en a plein qui ne sont pas dedans. Finalement, est-ce qu'en voulant donner de l'exemple, le travail n'a pas suivi en termes d'exemplarité, d'efficacité finalement? Non. Est-ce que ce n'était pas l'argent qui était... Parce qu'on sait, dans ces genres d'enquêtes, il y a toujours l'argent qui Bien sort. sûr. En fait, tel que j'ai compris, c'est que ceux qui avaient été commis à la tâche ont voulu juste donner coûte que coûte un résultat à leur chef. Parce que tout à l'heure, le doyen Obongi l'a dit, 2 jours pour 56 agents et une réunion aussi importante, aussi solennelle que le Conseil des ministres pour 56 personnes dans une fonction publique qui compte plus de 80 000 agents.
Et en 2 jours, on vient au Conseil des ministres pour citer 56 noms sur 60 000 pour rejoindre l'autre là. L'année a quand même 360 jours. On va dire comme ça, l'année a beaucoup de jours quand même, en 2 jours. Et c'est même pas une réunion. Dima est allé loin, Dima a parlé de conseil de cabinet, mais moi j'allais même pas au ministère. C'est un directeur central qui allait gérer cette histoire-là. Il y a des inspecteurs pour ça. Vous savez, je me suis souvenu. Pardon, monsieur, je me suis souvenu de. Vous savez, une fois, il y a eu en plein conseil des ministres, on nous a parlé de 7 milliards, je crois, le budget du CHU. Et il y a eu un professeur qui a boudé pour dire que ce n'est pas 7 milliards, c'est 3 milliards. Je pense que les ministres, avant d'apporter les dossiers devant le chef de l'État, devaient mûrir vraiment, pour que sinon, après, ça sera un sujet risible au sein de la société congolaise. C'est ce qui s'est passé, je pense. Allez-y, M. Bang. Monsieur Sergio, je pense que l'administration est hiérarchisée. Aujourd'hui, avec le fait créé par le Conseil de ministres, les gens s'interrogent. Et je me pose la question, comment vont se tenir ces conseils d'administration? Les dossiers viendront du conseil de discipline. Les dossiers viendront de qui? Parce que c'est l'inverse qui devait se passer. Il y a les directeurs généraux, il y a les directeurs centraux, il y a les chefs de service. C'est au niveau de la base qu'on devait faire ce travail. Et la base, on voit au sommet qui est l'État, le gouvernement. Mais le gouvernement commence. Comment ça va se faire? Puisqu'il n'y a pas eu de sanctions, on a seulement promis pour dire, bon, ben d'ici là, il y aura les conseils de discipline. Qui va organiser ces conseils de discipline? Où sont les dossiers en question? Dans quelle administration se trouvent ces dossiers? Voilà les questions qu'on devait se poser. Parce qu'aujourd'hui, on a renversé la pyramide. Au lieu que ça commence en bas, malheureusement, ça commence en haut. Alors, puisque vous abordez ces sujets, moi, j'essaie de demander dans plusieurs ministères, alors ça aussi, il y a un problème qui se pose, parce qu'on sait bien, pour que ça s'étienne, ce conseil, il faut des dossiers disciplinaires, il faut un rapport disciplinaire, il faut une fiche disciplinaire, un procès verbal dont la personne incriminée signe. Bon, on ne sait pas si cela va avoir le jour. Et d'ailleurs, le motif reproché, c'est-à-dire se trouver en dehors du travail en train de sigroter un verre de trop, mais quand on regarde la loi numéro 021, donc du 14 novembre 1989, portant refonte et statut général de la fonction publique, bon, parmi les sanctions, dans les sections 3, les infractions et leurs sanctions, article 288, les fautes sont 3 retards injustifiés de plus d'une demi-heure au cours d'une semaine, état d'ébriété sur le lieu de travail, consommation de boissons alcoolisées sur le lieu de travail pendant les heures de service, tenue vestimentaire incorrecte ou indécent, attitude ou comportement de nature à empêcher les agents travaillant dans les locaux d'exercer les tâches qui leur sont confiées, interruption injustifiée de l'exécution des tâches confiées à un agent, abandon injustifié du poste de travail pendant plus d'une demi-heure, rixe sur le lieu de travail, défaut des déclarations de l'activité lucrative du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en état des pré-mariages. Et selon les gens qui regardent la loi, ben, il n'y a aucun motif si on est trouvé dans un autre lieu que de travail, en train de prendre un verre, si ça n'a pas atteint, si on peut même se référer sur cet abandon injustifié de poste de travail, mais ça doit être pendant au moins une demi-heure. Qui doit constater l'abandon? C'est pas le policier? C'est pas quelqu'un qui vient du dehors, M. Sergio. C'est le responsable de l'administration concernée qui doit constater l'abandon de l'agent. Aujourd'hui, le policier... Enfin, écoutez, j'ai dit tantôt que c'était un travail bâclé. Les gens ont voulu plaire au président de la République. Le mot, c'est celui-là. Les ministres veulent plaire au président de la République. Et ils amènent des dossiers bidons. Il faut appeler ça des dossiers bidons. Vous voyez que toute la population congolaise en parle. Et on parle d'une manière négative. Ça veut dire que ça pose problème. Il faut aujourd'hui renverser les pyramides, remettre les directeurs généraux devant leurs responsabilités. En ce moment-là, ça va parvenir au niveau du Conseil des ministres. Mais l'inverse, je crois qu'on est là au Congo. Vous allez compter des mois. Vous ne trouverez jamais une suite à ce problème qui a été soulevé par le Conseil des ministres de samedi passé.
Alors d'ailleurs, selon les constats, je vous informe, d'ailleurs, nous sommes allés demander dans toutes les administrations citées, eh bien, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont tenir ce fameux conseil de discipline. Alors, il y a autre chose révélée peut-être par Giscard Marongou. Est-ce que finalement, dans l'idée de montrer l'exemple, le gouvernement n'aurait pas mieux fait de commencer par des ministres, par exemple, des directeurs généraux, que de commencer par les petits agents de l'État? Bien, Sergio, je crois que en réalité c'est ça. Est-ce que le ministère qui a fait ce boulot s'est interrogé sur la situation, la présence ou non des ministres à leur poste de travail? Nos ministres arrivent au boulot à quelle heure? Pour repartir à quelle heure? Et quand il est 9h30, un ministre, un DG, un haut fonctionnaire du pays, te dit, mon petit, viens, on déjeune dans tel restaurant. C'est son heure de travail. C'est son heure de travail. Maintenant, l'agent qui est là dès 7 heures, il a un traitement à prendre, d'hypertension. Il faut aller grignoter un gâteau à côté pour prendre le comprimé. Lui, il va là-bas, le policier du ministre de l'Intérieur passe. Et prend le nom, on va publier au Conseil des ministres. Est-ce que c'est là où j'ai dit, c'est pratiquement le pays à l'envers. Si la hiérarchie brillait par l'exemple, vous êtes dans une administration, le ministre arrive à 6h55, il dit plus personne n'entre. Le premier jour, les gens vont être bloqués à l'entrée. Demain, à 6h30, tout le monde sera là. Et s'il tient ce rythme, or chez nous, on ne fait qu'aujourd'hui, après, on laisse. Sergio, je te prends un exemple. Vous avez vu que dès que le conseil de ministres a eu lieu samedi, bon, lundi, vous avez vu les ministres aller dans les administrations pour faire un constat. On invite la télévision, DRTV, Top TV, et ainsi de suite, pour dire, venez, j'ai constaté, il y a... Ça, c'est ce qu'on appelle en lingala le matalana. C'est le spectacle. C'est le spectacle. Le Congo a beaucoup de problèmes à résoudre. Vous voyez, ça, c'est le spectacle que les gens disent, voilà les gens qui nous gouvernent. D'accord. Alors, jusqu'à Marongou, oui, vous allez réagir, mais je vais juste ajouter une question. On a vu lors du gouvernement Clément Mwamba 1, il est passé donner le programme d'action du gouvernement, et parmi les actions, on a noté la mise en place de contrôles biométriques qui seraient reliés directement au Trésor pour lutter contre cette histoire d'abstentéisme. Mais alors, plusieurs mois après, rien n'est fait. Ça veut dire qu'au Congo, on parle qu'on réalise. Il y a plus de théories que de pratiques. Vous vous souvenez, une fois ici, sous ce même plateau, je disais, lorsqu'on était en train d'examiner le plan d'action de Mwamba 2, je disais, mais avant d'examiner, il faut d'abord qu'on vérifie qu'est-ce qui s'est passé avec le Mwamba 1. Hein? Il y a plus de théories que de pratiques. Et puis, on ne va pas quand même aussi choisir les déviances, ce que chacun veut appeler par les antivaleurs. Ok, d'accord. On ne refuse pas que nos administrations, les gens accusent des retards. Ça, c'est un fait. Mais le gouvernement, qui a surpris 56 agents à des heures de service dans les lieux de jouissance, a aussitôt demandé à ce qu'il y ait le conseil de discipline, même si on sait que ce n'est pas ça la démarche. Mais une commission du gouvernement, parce que gérée par le Premier ministre, qui a indexé nommément un membre du gouvernement, Jean-Marc Tchister Tchikaya. On l'a indexé nommément. Il a signé le document. Le gouvernement allait soit faire démissionner le ministre pour que le ministre aille répondre, parce qu'il peut être aussi innocent. Le gouvernement n'a jamais alors fait même une déclaration pour, dans ce cas-là, rendant un peu plus ou moins complice de protéger certains membres du gouvernement qui ne sont pas peut-être dans la vision de lutte de ces antivaleurs. Et on peut pas avoir. On se rappellera d'ailleurs de la déclaration du Premier ministre qui disait que c'était pas normal de citer le nom d'un membre du gouvernement. C'est là où j'allais venir, parce que c'était dangereux. On a défendu ça parce qu'on a cité un membre du gouvernement. Ouais. Mais c'est la même chose. La Constitution, nous avons tous les mêmes droits dans la Constitution. Si dans ce cas-là, le Premier ministre ne voulait pas qu'on cite le nom de Jean-Marc Tchister Tchikaya parce qu'il aurait détourné de l'argent, et le même gouvernement, du
même Premier ministre cite les noms des 56 Congolais, il y a quand même 2 poids, 2 mesures. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a 2 poids, 2 mesures. Alors, non, monsieur Wangé, je veux ajouter, oui, vous allez parler, mais je veux quand même qu'on progresse. Mais il y a aussi, oui, vous allez aborder, mais je veux quand même vous ajouter quelque chose pour qu'on progresse. Mais on a aussi fait la ronde de quelques administrations. On a vu que les conditions de travail n'étaient pas cela. Prenons par exemple au niveau de l'inspection générale du travail, à la fonction publique, où les gens sont obligés de travailler à l'extérieur, donc juste des bâtiments à côté du Centre national de transfusion sanguine. Est-ce que cela n'est pas aussi qui pousse quand même les gens à être en dehors de leur lieu de travail? Est-ce qu'il ne fallait pas en amont penser à donner des structures ou des conditions saines de travail aux fonctionnaires avant de pouvoir les exiger être au lieu de travail aux heures indiquées? Bon, monsieur Sergio, moi je vais ajouter dans ce que mon jeune frère a dit. Le jour où l'Amir Ngele lisa son rapport à la maison, j'ai dit, il est parti toucher là où on ne touche pas. Et s'il ne fait pas attention, il sera enterré. Et à la suite, vous connaissez la suite. Non, vous ne pouvez pas dire ça parce que c'est un engagement du président de la République. Non. Tout le monde le sait dans le discours. Lutter contre les antivaleurs. Voilà, vous ne pouvez pas dire ça. Je vous dis pourquoi on a dissous cette commission maintenant. Non, mais ça, c'était une demande de. Pardon, moi je ne pense pas que c'est par rapport à l'enquête, parce que lorsque le Premier ministre a fait le 3 juin 2016 son premier discours, le programme d'action, il avait déjà annoncé une commission qui allait remplacer cette commission. Et donc, les gens veulent faire l'amalgame. Avec plus d'indépendance, de pouvoir, maintenant, moi, je voulais instruire les dossiers. Oui, je vous dis aujourd'hui, s'il faut passer au vote dans cette commission qu'on va mettre en place, au référendum, par exemple, l'Amir Ngele sera élu au premier tour. Ça, il devient comme une victime. Même si vous êtes en train de contourner, de chercher à protéger. Non, j'ai dit si. Je parle français. J'ai dit si. Parce qu'aujourd'hui, ils l'ont rendu populaire. C'est le gouvernement qui a rendu l'Amir Ngele aujourd'hui populaire parce que pendant qu'il est en train d'évoluer, on dit on arrête. Maintenant, beaucoup de gens, même qui ne s'intéressaient pas à cette question, disent mais pourquoi dès qu'on a touché au ministre, on arrête. Donc, c'est là où ça pose problème. Sinon, c'est tout à fait normal. Une commission qui a travaillé pendant des années, et s'il n'y a pas de résultats, on évolue. Alors, revenez à ma question sur les conditions de travail. Bon, je vous ai parlé du compteur biométrique. Si on veut, les conditions de travail, c'est... Vous parlez des conditions de travail. Moi, je parle des retards de salaire. Aujourd'hui, s'il vous plaît, dans les administrations, vous avez suivi le compte rendu du Conseil des ministres. On a dit les agents et fonctionnaires. Parce que vous voyez seulement les fonctionnaires. Il y a les gens contractuels de l'État. Les agents qui travaillent au CHU sont dans les budgets de transfert. Ceux-là ne sont pas payés. Vous, quand vous parlez en tant que journaliste, vous oubliez cet aspect. Non, il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas payés, ils ont de retard des salaires. Ben oui, de 5 à 6 mois. Un homme qui a un retard de 5 à 6 mois, vous allez le demander d'être régulièrement au travail à 7 heures pour repartir à 14 heures, M. Sergio. Moi, je crois que ça pose problème. Mais les conditions de travail, aujourd'hui, vous l'avez dit. Lorsqu'on ne construit pas les édifices qui doivent abriter les structures, lorsqu'un ministre réussit à construire un bâtiment pour son ministère, c'est tous les ministres qui se battent pour aller là-bas. Je prends le cas du ministère de la Justice. Mais ce n'est pas le ministre qui construit, hein, c'est l'État qui construit. L'État construit pour affecter à une administration. Il y a eu, on devait construire la cité gouvernementale. Les Congolais avaient applaudi. C'est un projet. C'est un projet dans les tiroirs. Non, mais pas dans les tiroirs. Hein. C'est un projet qui doit s'exécuter. Vous voyez, c'est ça les conditions de travail. Lorsque les gens sont debout, qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que vous attendez comme rendement pour ces gens qui n'ont pas de bureau? Alors, au-delà de ça, il y a également aussi le planning de travail. Il y a des gens, deux fois, vous arrivez dans les administrations, ils sont là, ils passent leur temps à causer de tout et de rien. Ils n'ont rien à faire. Bien, Sergio. Il n'y a rien à faire dans les administrations. Prenons des cas concrets. Vous savez qu'il y a une direction de la gestion des carrières administratives à la fonction publique. Oui. Vous savez combien de temps un dossier fait dans le bureau du directeur de cette administration pour rien qu'un visa, alors que chez le DG ou chez la DG actuellement,
C'est le même jour ça ressort. Oui, ça c'est un fait. Mais voilà. Alors, est-ce que le gouvernement, qui veut que les fonctionnaires soient au bureau aux heures de travail, même celui qui a le palais ne peut pas aller prendre le pain pour prendre son comprimé, doit rester là. Mais est-ce que le gouvernement prend le temps de vérifier ces tas de choses? Les dossiers qui traînent dans les administrations publiques, ce n'est pas aux mains des subalternes. C'est aux mains des responsables qui n'ont que le devoir, puisque les subalternes ont déjà fait le travail de vérification, soit rejeté, soit confirmé. Et ils ne posent que le visa. Si pour un visa, le dossier fait 3 mois dans le bureau du directeur de l'administration, de la gestion des cadres administratifs à la fonction publique. Je suis clair. Vous êtes clair. Et d'ailleurs, sur cette question, abusivement, quand même, on a accusé, d'ailleurs, dans les réseaux sociaux, le vice-premier ministre être à l'origine de cette situation, alors qu'il n'en est pas le cas. C'est plutôt au niveau de directeurs chargés de pouvoir signer ces dossiers que c'est la traîne. Et plus simple là-bas, mieux vaut trouver un autre réseau. Et voilà pourquoi vous avez des agents de l'État qui font 5 ans, 10 ans, qui ne sont jamais avancés. Et la porte de blocage, c'est la direction de la gestion des carrières administratives. Et je suis précis à le vérifier, vous me donnerez raison. Exactement, nous avons été, c'est comme ça qu'on confirme cette information. Alors, on va terminer sur cette question parce que le temps va tellement vite, on ne s'y rend pas compte. Alors, on le sait, je le disais au début de cette émission, qu'il y a un véritable problème dans les administrations publiques ici, dans le pays. Tout le monde connaît, tout le monde sait qu'il est déjà allé quelque part pour avoir un petit dossier, il faut attendre, les gens n'y travaillent pas, les gens viennent au lieu de 7 heures jusqu'à 14 heures. D'ailleurs, pour moi, c'est déjà un temps qui n'est pas propre à un pays qui cherche à se développer. Mais c'est la loi, mais on vient à 11 heures pour repartir à 13 heures. Quelle doit être la solution magique s'il faut aller pour améliorer cela? Est-ce la façon dont le gouvernement a procédé, ça va contribuer à cela, ou alors on est encore loin de voir le bout du tunnel? Oh, je crois, hein, je peux aller? Allez-y. Voilà. Je crois que la solution, ce n'est pas ce qu'a fait le gouvernement. Ça, c'est un coup d'éclat. C'est une sortie médiatique et je peux considérer ça comme ça. La solution, 1, les conditions de travail. 2, l'exemplarité au niveau de la hiérarchie de la République. Les ministres, les DG et autres doivent être à leur poste de travail. Quand ton chef est là avant toi, moi, j'ai déjà collaboré avec des ministres dans ce pays. Il y a des moments où tu restes jusqu'à 23 heures au bureau parce que tant que le ministre n'est pas sorti, tu ne vas pas. Donc, tu es obligé de faire le travail de demain, tu l'anticipes déjà aujourd'hui, jusqu'à 23 heures. Et là, le ministère de l'Intérieur n'envoie pas les gens vérifier qui est au bureau jusqu'à 23 heures, qu'est-ce qu'il fait là-bas? On est au service de la République. C'est quand seulement ça ne tient pas. Donc, moi, je crois, 1, il y a les conditions. 2, il y a l'exemplarité de la hiérarchie. Quand j'arrive dans mon bureau, le chef qui est censé me contrôler lui-même ne vient pas. Vous voyez, vous avez un ministre qui refuse d'aller au bureau parce qu'il va à un enterrement d'un membre de son village. Toute la journée, et le ministre lui-même va à l'enterrement. Voilà pourquoi il y a des mosiquis, des enterrements. Non, il y a l'enterrement d'un parent à Sergio. Tout optimisé va et toute l'administration ne travaille pas. Qui va conseiller qui va suivre qui? Il faut qu'on nous donne la possibilité de contrôler aussi la régularité au service de nos supérieurs hiérarchiques, des administrateurs, pour qu'il y ait un poids pour tout le monde et la même balance pour tout le monde. Sinon, s'il n'y a que ceux qui sont haut placés, qui doivent incriminer les plus faibles, je crois que c'est dans l'injustice et ça ne va jamais avancer. Alors, on est dans les solutions jusqu'à un moment où on ajouterait quand même, on a vu le ministre Mboulou faire le travail juste pour d'autres secteurs. Ben, le ministère de l'Intérieur avec des hommes de forces armées ne sont pas cités. Alors qu'on le sait, on le voit dans les... Oui, mais... C'est vraiment triste. Hein. Je voulais juste dire, c'est vrai que le gouvernement a voulu donner un coup de pied dans la fourmilière de la paresse généralisée de nos administrations publiques. Ça, c'est vrai. Et la solution, ce n'est pas ça, c'est un coup d'éclat juste que j'appelle la solution. C'est la rigueur dont on parle, dont tout le monde parle, la rigueur dans nos administrations. Et moi, je sais que certaines administrations, avant que le gouvernement puisse faire son compte rendu du samedi passé, j'ai lu dans des administrations où les retards
les absences avaient été notifiées à des agents. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'un conseil de ministres pour que les gens reprennent véritablement le service. Mais il faudrait que le gouvernement soit conséquent avec lui-même. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Sans le savoir, le gouvernement s'est tiré une balle au pied. Parce que qui donne le rythme et la cadence? C'est le gouvernement. Si le gouvernement vient à la télé pour dénoncer les gens qui sont sous lui, ça veut dire que le gouvernement lui-même ne travaille pas aussi. Exactement. On va terminer avec vous. Oui, merci Sergio. Je crois que, comme a dit Dimi, moi je vous prends un exemple. J'ai travaillé à l'intérieur du pays où il y a eu un préfet, paix à son âme, je ne cite pas son nom. Aussitôt arrivé, il a pris son service et il a dit, je ne change pas de chauffeur. Le chauffeur qui était avec le premier préfet, moi je le confirme puisque c'est un agent de l'État. Mais comme avec l'ancien préfet, lui, il partait au travail à 10h, 9h, 10h. Mais celui qui était arrivé partait au travail à 7h. Donc le chauffeur est arrivé à 8h40, la voiture est déjà partie avec le chef. Maintenant le chauffeur, pour aller là où se trouvait le chef, ça posait problème. Voilà l'exemple. Donc si le patron, le chef lui-même ne donne pas l'exemple, vous n'attendrez jamais les résultats à la base. Si vous êtes père d'une famille, dans votre maison vous rentrez à 1h, tous les jours vous rentrez sous, les enfants feront autant. Donc il faut commencer par discipliner les responsables qui sont nommés à des postes de responsabilité, qu'ils montrent l'exemple pour que les autres suivent. Sinon, on partira de délation en délation. Merci beaucoup, monsieur, pour donc cette première partie de votre magazine. Mesdames et messieurs, je vous rappelle, vous suivez bien votre magazine Presse Tribune qui traite des questions qui touchent à la marche de notre société. On parlait tout à l'heure de la dénonciation du gouvernement, des agents de l'État qui fréquentent des lieux de plaisance à l'heure de travail. On va tout à l'heure donc parler de la francophonie et c'est tout de suite. De retour sur ce plateau de Presse Tribune, vous l'avez suivi, la francophonie a maintenant une nouvelle secrétaire générale. Pour une première fois, une femme africaine prend donc la tête de cette organisation, succède ainsi à Michaëlle Jean, la québécoise. Il s'agit bien évidemment de la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Madame Mushikiwabo Louise, qui prend la tête. Alors pour vous, on s'est dit que c'est pas une surprise. On s'attendait à ce que Mushikiwabo prend la tête de la francophonie, tant elle était soutenue par l'Union africaine et par la France. Oui, je crois que déjà même avant, on suivait un peu une sorte de pression, sinon plus ou moins de diabolisation de la dame qui était en fonction, Michaëlle Jean. Et il y avait une tendance depuis longtemps à l'unisson autour, à une sorte d'unanimité autour de la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Et donc, on a senti que c'est une sorte de réconciliation des grands décideurs de la francophonie, donc la France, le Canada et les autres États, avec l'Afrique et notamment la France avec le Rwanda, parce que c'est une histoire faite de tant de secousses qui ont même poussé le Rwanda à adopter l'anglais comme une langue enseignée à l'école. Justement, vous me donnez une belle passe pour demander à Giscard Mangou. Est-ce que pour vous c'est logique d'avoir Madame Mushikiwabo à la tête de la francophonie, tant on sait que le Rwanda a adopté depuis 2010 l'anglais comme langue de l'enseignement à l'école. Est-ce que c'est logique pour vous? Pas seulement adopté, l'anglais est devenu la première langue au Rwanda. Et c'est incompréhensible quand même, parce que dans les principes de la francophonie, il y a les droits de l'homme, il y a la démocratie, il y a aussi la diversité culturelle, il y a le français. Mais on va le dire, le Rwanda, ce n'est pas un exemple. Le Rwanda, on pâlit lorsqu'on constate ce que le Rwanda est devenu économiquement, mais sur le plan des droits de l'homme, sur le plan politique, le Rwanda, ce n'est pas un exemple. Or, ce sont des principes qui fondent même la francophonie. Mais à ces sujets, le président Emmanuel Macron a été clair en disant qu'on ne vote pas un pays, on va voter un individu. Mais justement, en l'occurrence, Madame, je suis d'accord parce que c'est Madame Mushikiwabo qui sera secrétaire générale. Elle est du Rwanda. Lorsqu'elle parlera des droits de l'homme, on lui dira mais qu'est-ce qui se passe dans ton propre pays? Et ça posera problème parce que on va pas quand même sacrifier le principe même de la francophonie
au profit des intérêts. Parce que alors, justement, jusqu'à Mahongou, vous parlez de ça. Je posais la question à M. Basile. La Rwandaise remplace Michaël Jean. Et vous avez suivi lors de l'ouverture de ces assises, Madame Jean, usant un peu d'un effort, elle a parlé d'une formule qui fait d'ailleurs mouche, je vais le citer, en disant qu'une organisation qui ruse avec ses principes est une organisation moribonde, et faisant allusion d'ailleurs à Mushikuabo d'une manière un peu sans pour autant le citer. Elle a parlé de cette histoire d'intérêt, de cette histoire, on peut dire, je veux me retrouver dans mes écrits, de petits arrangements. Alors moi, je me réfère en 2014, le Congo-Brazzaville a comme candidat Henri Lopez, alors que la France avait garanti aux Congolais de pouvoir présenter, de pouvoir avoir le futur secrétaire général de la francophonie, devait venir du Congo-Brazzaville. Et finalement, c'est pas à cause de ce qu'a fustigé Madame Michaël Jean, donc de petits arrangements entre États, que Madame Michaël Jean avait pris la place de Henri Lopez. Est-ce que c'est pas ça finalement? Moi, je voulais parler. Pardon. Vous m'aviez dénoncé. Abdou Diouf qui a pris la place d'Henri Lopez. Non, mais c'était en 2014, c'était Michaël Jean. Non, je voulais parler de ça en disant que nous, on dit en patois que quand vous allez à la chasse, quand le singe mord le chien, la chasse est mauvaise. Quand c'est le chien qui mord le singe, la chasse est bonne. Nous, le Congo, nous avons subi cela. Nous avons subi cela à cause de la France. Évidemment. Mais aujourd'hui, la France qui veut se réconcilier avec le Rwanda, il faut dire les choses comme telles si elles se présentent. Dans le génocide du Rwanda, la France est responsable. Et aujourd'hui, le Rwanda s'est retiré, dit je ne peux plus parler français, je parle anglais, je me retire de la France. La France a eu cette occasion et la France bondit pour influencer les autres pays africains pour dire nous tous, nous sommes pour cette dame. Donc, les arrangements sont là. Mais les arrangements n'ont pas commencé aujourd'hui. Quand ça arrange certains pays, d'autres sont contents. Mais aujourd'hui que ça n'arrange pas, ben, tout le monde commence à se plaindre, les arrangements. Mais oui, cette dame-là, quand elle est passée, c'était les arrangements. Donc, au détriment des autres. Donc, pour moi, la francophonie a encore des choses à faire. Et il y a encore un futur. Parce qu'aujourd'hui, la francophonie ne répond pas à ce qui est écrit dans les textes. La pratique, c'est autre chose par rapport à ce qui c'est bien évidemment. Alors justement, parce que jusqu'à Mahongou parlait bien, on a bien compris, lors de l'élection d'Abdou Diouf, quand Abdou Diouf est passé, la promesse a été faite au Congo. Le prochain mandat, ce serait le Congo. Et en 2014, donc à Dakar, on a vu qu'il y avait non plus l'unanimité au niveau de l'Afrique. Et finalement, la France a pesé donc de tout son poids pour dire que la France reste quand même le maître de jeu. La France reste maître de jeu en tout et pour tout. Vous savez, il y a le rapprochement avec le Rwanda qui a été happé un peu par le monde anglo-saxon. On veut rattraper, c'est vrai, mais il faut aussi dire que la France n'a pas voulu aussi de Michaël Jean, parce que le Canada, son pays, talonne plus ou moins la France au sein de l'institution. Il ne faut pas qu'on l'oublie. En termes de contribution, c'était une puissance. Et donc, il y a aussi, c'est de bonne guerre, j'allais dire, que Emmanuel Macron a voulu mettre de côté une Michaël Jean pour prendre Louise Mushikiwabo, même lorsqu'on sait que dans les principes, dans la pratique, et même le Rwanda est ce pays-là qui a carrément mis le français de côté pour prendre l'anglais et le dit carrément. Même Louise Mushikiwabo disait que la francophonie, disons, le Commonwealth n'était pas en guerre contre la francophonie. Pour elle, elle était plus du côté du Commonwealth que du côté de la francophonie. Mais on va pas se le cacher. Je crois que Michaël Jean a raison lorsqu'il a parlé de ça, c'est de la ruelle politique. Ce sont des intérêts qui priment sur les principes de la francophonie, et ça lézarde un peu, ça va s'aborder justement l'idée véritable de la francophonie. Parce que
Parce que allez-y, terminez par là. je voulais juste dire que, puisque tu avais parlé de l'évolution de la francophonie, les actions de l'autre là, souvenez-vous que dans ce pays, dans le monde, pardon, il est arrivé un moment, il y a 50 ans, peut-être 40 ans, où même sur la tribune des Nations Unies, on parlait français. On parlait français. Parce que le rôle, avant tout, de la francophonie, c'est quoi? C'est faire de telle sorte que le français soit parlé un peu partout. Mais est-ce que vous avez l'impression que le français gagne du terrain par rapport à l'anglais, par rapport au chinois? Est-ce que c'est là qu'on devait plutôt se battre. On devait se battre, c'est la dimension Abdou Diouf au sein de la francophonie, amener les pays francophones à respecter la démocratie. Est-ce qu'on a l'impression que les pays qui sont, ça fait 84 aujourd'hui, si je m'abuse, avec les 4 qui viennent de s'ajouter en tant que pays observateurs, est-ce qu'on a l'impression que toutes ces choses-là, on a pu résoudre ça? Est-ce que la francophonie est devenue une institution qui a son mot à dire quand il y a... D'ailleurs, sur cette question, c'est d'ailleurs là la grande différence entre Michaël Jean et Macron, qui, lui, pense que la francophonie doit rester dans sa dimension culturelle, mais selon Michael Jean, la francophonie doit aller vers une organisation politique, comme la voulait Léopold Sédar Senghor, comme la voulait également le président Abdou Diouf. Mais moi, la question, c'est vrai, on parle de la démocratie, de la défense et tout cela, mais quand on regarde ce qui se passe dans la désignation même de celui qui est à la tête de cette organisation, est-ce que finalement, comme le disait Mme Mushikuabo, que les donneurs de leçons ne font pas, quand on parle des démocraties, n'influence pas grand-chose, parce qu'on sait bien dans la pratique, ce n'est pas la démocratie qui triomphe. C'est ce qu'on a vu avec Mme Mushikuabo. Il suffit l'unanimité de l'Union africaine et la France qui donne la bénédiction. C'est fini. Le reste, on s'en fout. Oui, mais c'est pour dire que la démocratie, elle est de façade. Tout le monde savait que comme Macron venait de recevoir le président Kagame, là-bas, à partir de cette promesse, c'était fini. Et si vous étiez attentif, vous avez suivi qu'au niveau du lobby médiatique, alors on commençait des attaques noircissant Michaël Jean, que le même milieu avait applaudi en 2014. D'ailleurs, on l'accusait de ne pas faire la visibilité de la francophonie, tout ça, voilà. Trop dépensière. Voilà. On a même cité son bureau qui a été réformé, ça coûtait plus d'argent et tout. Mais cela nous plonge directement, on parlait quand même de son bilan. Elle se défend d'avoir, M. Basile, elle se défend d'avoir participé notamment dans des observations des élections dans certains pays et même des activités de la jeunesse, de l'emploi et tout. Il ne faut pas se voiler la face. Oui, allez-y. À l'élection du secrétaire général de la francophonie, on ne regarde pas le bilan. Qu'il soit positif ou négatif, si la France dit que c'est X qui va passer, aucun président africain ne pourra résister. Vous avez vu, derrière moi, malgré l'unanimité des pays africains, mais quand le propre pays de Mme Jean va la lâcher, mais c'était fini. Mais le pays a attendu au dernier moment quand la France a dit non, nous ne voulons plus de cette femme-là. Elle est de votre pays, mais nous ne voulons plus parce que c'est notre francophonie. Arrêtez. Pour dire non, nous ne soutenons plus notre candidat. Tu as déjà vu quelqu'un qui a son enfant, qui le hisse à un poste et demain il dit non, je ne veux plus de cet enfant-là, et je préfère prendre l'enfant de... Non, comprenez seulement quelque chose. C'est que la France veut avoir la même mise sur la francophonie et faire son dictat. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous allons revenir après 4 ans, vous allez voir encore ce qui va se passer. Ça sera si cette femme-là va à l'encontre des intérêts de la France, vous allez voir qu'on va la dire, non, le bilan négatif, le bilan va chercher un autre, et ça sera comme ça. D'accord. Alors parlons maintenant de Mme Mushikuabo. Elle a donné un peu son programme d'action. Selon vous, que doivent être les priorités de cette dame à la tête de la francophonie? Est-ce que la francophonie avec Mushikuabo sera différente avec celle de Michaël Jean jusqu'à Bangou? Mais je ne pense pas que ça sera différent et je ne trouve pas trop Rose Mushikuabo trop francophile. Elle est plus Louise Mushikuabo trop francophile. Elle est un peu plus du côté anglo-saxon que francophile comme tel. Et parce que l'objectif véritable, c'est que le français soit répandu un peu partout. L'exemple serait quand même que ça commence aussi par le Rwanda.
Hein, est-ce qu'il sera, lui, capable de demander à Paul Kagame, qui parle bien français, il y a longtemps que Paul Kagame parle français, et d'ailleurs, qui parle bien français, dans le rapport revient. présenté par la commission qui voit l'évolution de la langue française, donc pendant les 4 dernières années de Michael Jean, on a constaté que le français a quand même pris quelques locuteurs de plus, notamment dans l'Afrique subsaharienne, et le nouveau locuteur sont au Congo-Brazzaville qui caracole en tête avec 56% de nouveaux locuteurs, donc ce qui est une bonne chose. Mais selon vous, vous pensez que Michael Jean, Michel Kouabo, la francophonie, rien ne doit changer? La francophonie ne peut pas changer. La francophonie, avant tout, c'est un instrument politique au service de la France, des intérêts de la France. Comme l'est là. C'est une étape plus ou moins supérieure de la France-Afrique. Donc, au-delà de la France-Afrique, c'est la France-monde. Vous voyez, en réalité, la France se rend compte qu'elle continue de perdre de son influence dans le monde. Et même les pays où la France avait la même mise sont en train de la lâcher un peu dans toutes les zones, dans tous les domaines économiques, politiques et autres. On commence un peu à s'en foutre de la France. Et le paradoxe vient de l'élection, de la désignation de Louise. Ouais, vous allez demander à quelqu'un qui a son père malade d'aller protéger les vôtres. Mais Louise va faire la promotion de l'anglais. À la francophonie, elle ira pour résoudre un problème rwandais, mais pas un problème français. Et vous allez voir que le bilan, en réalité, ne sera pas fait. Parce qu'il n'y aura pas de bilan. La dame, en réalité, je crois que c'est la France et la francophonie qui risquent d'être tombées dans un piège en voulant coûte que coûte un rapprochement entre la France et le Rwanda pour passer l'éponge sur les mésententes politiques, voilà. Mais est-ce que c'est pas déjà fait? D'ailleurs, on sait bien que quand Paul Kagame est passé en France avec Macron, on a bien compris que Macron voulait bien faire ce rapprochement. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Macron a décidé de soutenir la candidature rwandaise, justement parce qu'il voulait bien passer l'éponge. Alors, il n'y a qu'à espérer ou à voir après l'élection de Michel Kouabo, l'ambassade du Rwanda ouvrir en France. Mais vous avez suivi les médias français. Les questions qu'ils ont posées, c'est est-ce qu'on va ouvrir l'ambassade? C'est les intérêts. C'est ce que j'ai dit, qu'il n'y a que les intérêts qui guident les hommes politiques. Aujourd'hui, la francophonie n'a pas changé de texte. Les textes restent les mêmes. La francophonie ne va pas se faire hors la France. C'est la France qui va toujours dicter la loi. Et on reviendra. Si Dieu nous le permettra, on reviendra ici dans ce même studio pour en débattre 4 ans après. Et vous allez voir que rien n'a changé, sauf on veut remettre un peu les relations. Mais c'est déjà trop tard. Le Rwanda est parti très loin. La France se réveille, mais c'est trop tard. Alors, quand vous dites comme ça, on peut saluer d'ailleurs la diplomatie rwandaise. Et il ne faut pas oublier que Michel Kouabo est donc diplomate fort et dur. On connaît par son caractère intransigeante. Mais également, il sait arrondir les angles. On connaît un peu la démarche du Rwanda aujourd'hui qui prend vraiment de la présence, de l'envergure au niveau de l'Afrique. Mais au-delà de tout, quand vous parlez des intérêts, mais on peut dire aussi bravo à la diplomatie rwandaise. Parce que nous, on n'a pas. C'est ce que nous, on n'a pas pu en 2014. Pourquoi on parle de la démocratie, de la diplomatie? Mais la diplomatie, c'est ça, de savoir arrondir les angles pour aboutir à quelque chose. C'est ce que le Rwanda a fait. Je pense qu'en termes de... Non, mais il faut dire bravo au Rwanda, parce que le Rwanda et l'Arabie Saoudite, étaient plus ou moins on va dire, considérés comme des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et la France a tout fait pour que l'Arabie Saoudite puisse retirer sa candidature, même s'il y a eu la pression du Canada. Le Premier ministre Justin Trudeau tenait à ce que l'Arabie Saoudite puisse retirer sa candidature à cause des droits de l'homme, parce que aussi le Canada avait une dent contre l'Arabie Saoudite qui avait expulsé l'ambassadeur du Canada. Mais c'était
c'était à cause, avant tout, des problèmes des droits de l'homme. Mais le Rwanda n'est pas logé j'allais dire, à une autre enseigne. C'est toujours les droits de l'homme. Comment se fait-il que pour une même institution, pour une même organisation, on dit que tel pays ne respecte pas les droits de l'homme, ne peut pas adhérer, il faut attendre, je crois, 2022 ou 2000, je crois. Et pour un autre pays, ben écoutez, ce n'est pas le pays, c'est... D'accord. En définitive, on va vraiment comprendre que la ruelle politique, c'est un jeu d'intérêt, et c'est plutôt à nous, Africains, qui un peu pensent qu'il suffit que la France parle des droits de l'homme et que bon, ça devient comme l'évangile, mais pourtant, il y a cette question d'intérêt qui est en jeu. On va terminer, il nous reste que 2 minutes, moins des 2 minutes, je vais vous donner 30 secondes pour terminer cette question. Vous pouvez aussi revenir sur la première question dont on a évoqué. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir en définitive? On sait que Moshe Kouabo prend maintenant le règne de la francophonie et on attend certainement, vous l'avez évoqué, pas grand-chose, mais du moins un mot d'espoir pour cette organisation. Non, mais ce qui est bien, c'est que l'organisation, le secrétariat général revient à l'Afrique. C'est une bonne chose. Bon, que le reste pourra se faire, bien sûr, si tout le monde ne sera pas logé dans la même enseigne pour dire que c'est bien ou c'est pas bien. Mais ce qui est important pour nous, c'est que ça revient à l'Afrique. À l'Afrique. Et vous, jusqu'à Mahongou, vous voyez Moshe Kouabo sur les traces de l'Égyptien Boutros Ghali, ou peu à son âme, qui est décédé, même du Sénégalais Abdou Diouf. Ben écoutez, il faut l'espérer. Le fait qu'elle ait été ministre des Affaires étrangères, ça lui a donné un peu plus de carrure, un peu plus de contact, un peu plus d'agenda, un peu plus des relations. On espère que le fait qu'elle ait occupé le poste du ministre des Affaires étrangères peut l'aider dans ses nouvelles fonctions aujourd'hui. C'est tout ce qu'on espère, parce que qu'on le veuille ou non, c'est une Africaine. Et que rapidement. Oui, moi rapidement, c'est chez nous-mêmes et au niveau du travail, je crois que au service de la République, il faut que chacun prenne conscience, malgré les difficultés, à accomplir sa tâche de Congolais en travaillant, même si le chef ne donne pas son rythme dans le bureau. Les Congolais doivent être toujours vous pouvez travailler dans l'heure pour sortir. D'accord. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à vous, chers messieurs, d'avoir participé à cette émission. Prochain rendez-vous les dimanches, 12h, même heure, et rediffusion 21h. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.